Bonjour, je vais vous parler du cancer de la prostate et radiothérapie. Comme il a été dit tout à l'heure, le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent. Il y a 90 000 nouveaux cas par an en France, à comparer aux 60 000 cas de cancer du sein. Il a été mentionné 9 000 décès annuels, ce qui est bien sûr beaucoup, mais si on compare le nombre de décès par rapport au nombre de cas diagnostiqués, il apparaît que le cancer de la prostate, s'il est pris suffisamment tôt et traité correctement, a un très bon taux de guérison. C'est un message que je voudrais d'emblée faire passer. Le cancer de la prostate est très souvent pris en charge, pas forcément tout seul, par le radiothérapeute. Le patient arrive chez le radiothérapeute adressé par un urologue dans 3 circonstances principales. Soit le patient a été opéré et lors de la surveillance, le taux de PSA augmente progressivement, ce qui signe une récidive qu'on appelle récidive biologique et qui nécessitera un traitement post-opératoire. Deuxième circonstance, c'est quand la radiothérapie correspond au traitement seul de la maladie prostatique. Enfin, le patient est parfois adressé pour traitement de métastases osseuses douloureuses. Donc, je vais m'attacher aujourd'hui au parcours du patient, parce que beaucoup d'idées circulent fausses sur la radiothérapie, et je voudrais démystifier un petit peu, parce que le mot rayon fait toujours peur, et je voudrais vous montrer ce qu'il en est réellement pour le patient. Alors, plusieurs moments clés règlent ce parcours, et tout d'abord, bien sûr, la consultation. Comme je vous l'ai dit, le patient est adressé par l'urologue. Lors de cette consultation, on fait l'examen clinique avec un toucher rectal, on complète le bilan, si besoin, avec un scanner abdominopelvien ou une scintigraphie osseuse, et surtout, on explique au patient les modalités de la radiothérapie. C'est le temps le plus important de la consultation, justement à cause de cette peur initiale. Le premier temps, après la consultation, est le repérage. C'est un moment très important, puisque c'est à ce moment-là qu'on va pratiquer un scanner, dit de repérage, pour déterminer et bien délimiter la région à traiter. La préparation du patient est essentielle. Ce scanner doit être fait vessie pleine. C'est la raison pour laquelle on demande au patient de boire un demi-litre à 3/4 de litre de liquide 1h30 à 2 heures avant le scanner. Ce liquide, c'est de l'eau, du lait, du thé, ce qu'il veut. Et surtout, bien sûr, de ne pas uriner. Comme on n'injecte pas de produits de contraste, le patient n'a pas besoin d'être à jeun. C'est important parce que quand ils doivent se lever très tôt s'il habite loin, ça évite les hypoglycémies. Ensuite, on réalise ce scanner. Sur la diapositive, donc, vous voyez le scanner lui-même et la table sur laquelle va être allongé le patient sur le dos. Ici, une cale pour la nuque, ici, un repose-genou et ici, un cale-pied. Ceci permet au patient d'être parfaitement immobile pendant la réalisation du scanner. Le scanner lui-même, les prises de clichés durent 2 à 3 minutes et on peut voir si à ce moment-là, la vessie est suffisamment bien remplie. Si ce n'est pas le cas, comme ça arrive parfois, le patient redescend de la table, on lui fait boire 2 ou 3 verres d'eau, on le reprend une demi-heure ou 3/4 d'heure plus tard, de façon à avoir un scanner convenable. C'est à ce moment-là que l'on discute avec le patient de son planning. C'est un moment très important, et tout d'abord, la durée du traitement. Si la radiothérapie est le seul traitement, la radiothérapie durera 9 semaines environ. Si c'est en post-opératoire, c'est un peu plus court, 7 semaines, et s'il s'agit de métastases osseuses, 1 à 2 semaines. L'amplitude du centre, de 8h à 19h, mais parfois plus,
permet de toujours trouver un horaire convenable pour le patient. Et il faut savoir, comme la radiothérapie n'est pas un traitement fatigant, un certain nombre de patients jeunes veulent continuer leur activité professionnelle. Et pour cela, bien sûr, on réserve les places en début de journée ou en fin de journée, de façon à ne pas interrompre leur journée professionnelle. Le transport est également important, surtout s'il s'agit de personnes âgées qui habitent loin de Nice. C'est jamais une ambulance, c'est toujours un taxi conventionné qui vient chercher le patient chez lui, l'amène au centre, l'attend pendant la durée de son traitement et le ramène chez lui. Donc c'est tout à fait confortable, mais également le patient peut utiliser son véhicule personnel. Et moi je suis tout à fait favorable, et j'insiste un peu dans ce sens, non pas tant pour faire des économies à la sécurité sociale, bon, qui en aurait peut-être un peu besoin, mais surtout ça autonomise complètement le patient. C'est-à-dire, il prend son véhicule, il vient au traitement, après il fait des courses, il fait ce qu'il veut, il rentre chez lui, il n'est pas tributaire du chauffeur de taxi. Et je pense que c'est très important psychologiquement. Ensuite, le patient voit Corinne Rostand, notre psychologue, qui va reprendre tous ces détails et les expliquer de façon encore plus fine. Une fois le scanner réalisé, le travail du radiothérapeute commence, proprement dit. Bon, ces clichés ne sont pas de très très bonne qualité, mais voici une coupe scanner sur laquelle on contourne, coupe par coupe bien évidemment, tous les organes. Alors les organes à traiter, prostate et vésicule séminale, mais aussi les organes qu'il faut savoir préserver, canal anal, rectum, intestin grêle, vessie, tête fémorale. Une fois ce travail fait, notre logiciel permet d'intégrer en 3 dimensions toutes ces coupes et de commencer le calcul proprement dit. Sur ce cliché, qui ressemble à un cliché standard, c'est en fait une image numérique reconstituée à partir des scanners, et on voit les organes qui sont contourés, ça ne se voit pas très bien à l'écran, et surtout la projection du champ d'irradiation qui va être réalisé avec l'avancement différent des lames du collimateur. Bon, c'est un petit peu technique. Et cette courbe, qu'on appelle l'histogramme dose-volume, qui permet pour chaque organe de connaître la proportion qui reçoit une dose. Par exemple, sur cette courbe verte, c'est la vessie, on voit que 10% de la vessie reçoit 50 degrés. Et par exemple, 30% de la vessie va recevoir 20 degrés. Pour chaque organe, nous avons des tolérances que l'on connaît, et le traitement ne pourra commencer que lorsque l'irradiation des organes sensibles à éviter sera correcte. Si jamais, par exemple pour la vessie, on avait dépassé la dose autorisée, on refait le plan de traitement de façon à diminuer cette dose. Arrive le traitement. Cette première séance est toujours importante, tout simplement parce que le patient est angoissé, il a peur, il ne sait pas ce que c'est. Et voici le patient dans la salle de traitement. Voici à quoi ressemble un accélérateur. C'est un gros appareil de radio, ça c'est la tête de l'accélérateur, et ici des dispositifs pour faire de l'imagerie de contrôle. Le patient, comme au scanner, est allongé sur le dos, les mains sur la poitrine, avec fixe genou et cale-pied. Ici, une manipulatrice à l'extérieur avec plusieurs écrans de contrôle pendant la durée du traitement. Ici, des caméras, le patient est toujours filmé et il y a un micro dans la salle, ce qui fait que s'il y a le moindre problème, il lui suffit de parler, on l'entend et on interrompt immédiatement le traitement. Lors de cette première séance, on pratique des contrôles d'imagerie. Alors, bon, sans rentrer dans les détails, il y a 2 types d'imagerie. Portal imaging qui donne des images un petit peu semblables à des radios, ou l'IGRT qui nous donne des images que l'on pourrait comparer à des scanners.
Quoi qu'il en soit, quel que soit le type d'imagerie que l'on utilise, le patient est replacé au millimètre près par rapport au plan de traitement initial. Ce traitement peut se faire de deux façons, soit par champ fixe ou par arc-thérapie. Par champ fixe, l'accélérateur va traiter par exemple en début de traitement par 3 faisceaux à 0 degré pendant 1 minute, puis il va tourner, il va se mettre à 90 degrés, il y aura un traitement, peut-être 1 minute 20, et également de l'autre côté. Donc ça, ce sont des champs fixes. Il y a une autre méthode, qui est la méthode de référence, qu'on appelle le VMAT, qui est une art-thérapie dynamique, et ce qui est un peu différent, c'est la tête de l'appareil qui parcourt la circonférence de 360 degrés, et le traitement est traité par une succession d'arcs qui ne sont pas forcément jointifs. Pendant le traitement, le patient n'est pas livré à lui-même et il est vu 1 fois par semaine par le radiothérapeute. Lors de cette consultation, on demande bien sûr s'il survient des effets secondaires. Ces effets secondaires ne sont pas systématiques. C'est la raison pour laquelle on ne donne jamais rien de préventif. Certains patients ont un traitement sans se rendre compte de rien. Par contre, il peut parfois y avoir des signes urinaires, ce qui donne par exemple une envie d'uriner un peu plus fréquente, que ce soit le jour ou la nuit. Il s'agit d'une irritation vésicale, un coup de soleil en quelque sorte, et il est inutile de faire des analyses d'urine. On traite cette gêne par des anti-inflammatoires. Sur le plan rectal, on peut avoir des faux besoins, le patient a envie d'aller à la selle sans qu'il y ait réellement des selles, et là encore, un traitement local par anti-inflammatoire suffit bien souvent pour régler la situation. Une fois le traitement terminé, le patient sera vu conjointement par l'urologue et le radiothérapeute. En fin de traitement, le patient est toujours réadressé à l'urologue avec un taux de PSA environ 1 mois après la fin de traitement. Et ensuite, cette surveillance sera faite de façon alternée, tantôt par l'urologue, tantôt par le radiothérapeute. Il est inutile que le patient voit les 2 médecins à la fois qui vont lui dire la même chose. Alors par exemple, le patient verra l'urologue tous les mois de mars et le radiothérapeute tous les mois de septembre. Et ainsi, la surveillance peut se faire avec des yeux différents, chaque spécialité apportant à l'autre. J'insiste sur l'importance du dosage de PSA sur la surveillance, parce qu'en fait, c'est sur le PSA que tout se fera. Il est inutile de surveiller en faisant des scanners, des IRM ou des scintigraphies osseuses. Un simple dosage de PSA suffit et les examens ne seront faits qu'à la demande si ce PSA devait augmenter. Alors, quelques questions fréquentes, bien sûr, se posent pendant la durée de traitement. Alors, la sexualité, on en a parlé. Là, je voudrais simplement souligner les questions qui me sont, par exemple, posées. Est-ce que c'est dangereux d'avoir des rapports pendant la radiothérapie? Est-ce que mon sperme est radioactif? Qu'est-ce que je dois faire ou pas faire? Alors, pour les patients qui avaient une sexualité normale avant la radiothérapie, j'insiste pour qu'ils poursuivent sur le même rythme, voire même, s'ils peuvent l'augmenter, toujours à Saint-Valentin, de façon à limiter la sclérose des corps caverneux que peut induire la radiothérapie. Alors cette sclérose, elle n'est pas immédiate, mais on sait qu'au bout de 2-3 ans, la radiothérapie a des effets délétères. Et comme il a été dit, plus tôt on prend le problème à la base, et mieux c'est. Les brûlures. Alors les brûlures, bien sûr, on l'associe toujours à la radiothérapie. C'était vrai lorsqu'on traitait par le cobalt, mais c'était il y a 25 ans. Et avec les accélérateurs modernes, il n'y a pratiquement plus jamais tout au moins dans le cadre des cancers de prostate, plus de problèmes cutanés. Et il est inutile de passer une pommade sur les champs d'irradiation, ça ne sert à rien. Alors la radioactivité,
je l'ai marqué parce que, bon, récemment, un patient avait peur d'être radioactif après sa séance et de prendre sa petite fille sur les genoux. Alors bon, bien sûr, je l'ai rassuré, il n'y a absolument aucune radioactivité qui est délivrée pendant une séance de radiothérapie. À propos des séances, j'ai oublié de mentionner que la séance dure environ un quart d'heure par jour, 4 fois par semaine. Pour terminer ce tour d'horizon rapide donc du parcours du patient, des indications thérapeutiques très schématiques. Quand la tumeur est localisée, il y a plusieurs possibilités. Soit une simple surveillance si le patient est âgé, ou la tumeur très bien différenciée avec un taux de PSA qui montre très lentement. Mais c'est parfois difficile pour le patient psychologiquement et il a bien souvent envie d'être traité. Hervé pourra préciser éventuellement ce point-là. Si le patient est âgé de moins de 70 ans et qu'il est en bon état général, sans contre-indication opératoire, on propose une prostatectomie. C'est le traitement de choix pour les patients jeunes et effectivement l'âge moyen de la prostate diminue avec le dépistage du PSA. On a de plus en plus de patients jeunes. Le patient le plus jeune que j'ai traité avait 38 ans. Et la prostatectomie est le traitement de choix. Et maintenant, elle se fait grâce à la robotique. Et les deux complications de la chirurgie ont disparu. Il s'agissait de l'incontinence et de l'impuissance. Tous les patients sont parfaitement continents. Et comme on a vu, il y a une excellente reprise de la sexualité après chirurgie. Et l'âge de 70 ans, figure sur dans tous les documents. Mais en fait, c'est l'âge physiologique qu'il faut considérer. Et parfois, on peut très bien opérer un patient de 72 ans en excellent état général. Donc, si le patient est âgé, ou contre-indication opératoire, ou refus aussi de la chirurgie, parce que ça arrive, on propose une radiothérapie. La radiothérapie, telle que je viens vous de la décrire, elle dure 9 semaines, et il est important quand même de souligner que lorsqu'on considère les statistiques à très long terme, 10, 15, 20 ans, les résultats de la prostatectomie et de la radiothérapie sont tout à fait comparables. Donc en fait, un patient qui refuserait la chirurgie n'a pas de perte de chance. À ceci près que la prostatectomie offre une sécurité supplémentaire. D'une part, on peut, sous le microscope, examiner complètement la prostate, et d'autre part, s'il y a une récidive après chirurgie, on peut toujours irradier, alors que l'inverse n'est pas faisable. Enfin, toujours dans le cadre des tumeurs localisées, et beaucoup plus rarement, on peut proposer une curithérapie ou un traitement par ablatherme, c'est-à-dire micro-ondes, mais ces deux dernières techniques sont peu utilisées, finalement, n'ont pas montré de grande supériorité. La tumeur peut être localement évoluée, mais sans métastase à distance. Par exemple, les cellules tumorales ont pu dépasser la capsule. Alors la capsule, c'est une membrane qui entoure la prostate. La prostate, c'est, on va dire, un petit abricot, et qui est entourée d'une capsule un peu comme une pelure d'oignon, hyper fragile, hyper fine. Et les cellules prostatiques peuvent très bien traverser cette cellule, ce qui, pour le chirurgien, est limitant. Parce que le chirurgien ne peut pas élargir comme il faudrait l'exérèse, et s'il veut préserver les bandelettes neurovasculaires. Lorsque cette tumeur, donc localement évoluée, est traitée par radiothérapie, on traite la prostate, parfois les ganglions pelviens.
On lui adjoint bien souvent une hormonothérapie, mais pour un patient qui est très jeune, et on a vu que ça se rencontre de plus en plus souvent, on peut parfois quand même proposer une chirurgie en sacrifiant une bandelette d'un seul côté. Alors, la récidive après chirurgie est une circonstance, je ne dirais pas fréquente, mais que l'on retrouve oui, assez souvent. Le patient a été opéré, tout allait bien, et pendant la surveillance, après quelques mois, voire et parfois plusieurs années, on fait donc toujours cette surveillance du PSA, très très importante, et ce PSA qui était nul au départ, on le voit tout doucement réaugmenter, passer à 0,05, 0,1, 0,2. Ceci est lié au fait que lors de la chirurgie, un petit amas cellulaire avait dépassé cette capsule, de façon bien sûr microscopique, ce qui fait que le chirurgien ne peut pas le voir, et comme c'était très petit, on ne dosait pas le PSA, mais au fil du temps, le nombre de cellules augmente, et comme ce sont des cellules prostatiques, bien, on retrouve du PSA circulant. Donc ce qui nous permet de voir très tôt cette récidive. Lorsqu'on fait une imagerie, bien sûr, on ne voit rien, et on traite dès que le PSA atteint 0,2 nanogrammes, c'est-à-dire très tôt. Et dans ces cas-là, on obtient d'excellents résultats avec une normalisation du PSA dans, on va dire, minimum 80% des cas. Parfois, mais très rarement, on ajoutera une hormonothérapie à cette radiothérapie post-opératoire. Cette radiothérapie post-opératoire dure 7 semaines à peu près. Donc, de 2 semaines plus courtes que lorsqu'on traite uniquement par radiothérapie. Enfin, le patient peut avoir des métastases osseuses douloureuses. La radiothérapie sur les os douloureux se fait en 1 ou 2 semaines. Elle est très très efficace et bien souvent le patient n'a pratiquement plus mal alors même que la radiothérapie n'est pas terminée. Bien évidemment, ce patient est métastatique et il a des traitements généraux associés, l'hormonothérapie et parfois chimiothérapie. Pour terminer, je voudrais remercier l'équipe de radiothérapie, parce que le traitement par radiothérapie est un traitement d'équipe. Il y a le médecin, bien sûr, mais seul, il ne peut rien faire. Et chaque corps de métier est indispensable pour la bonne réalisation de ce traitement. Alors, les manipulatrices, qui sont celles qui voient le patient le plus souvent, qui ont des relations assez serrées avec eux, elles le voient une trentaine de fois, donc leur rôle humain est très important. Physiciens et dosimétristes apportent leurs compétences techniques de précision. Notre psychologue, bien sûr, est au centre de tout. Nous avons une qualiticienne qui gère l'ensemble de toutes les procédures. Et je ne veux pas oublier le secrétariat et le personnel administratif qui est là pour régler tous les problèmes pratiques que peut rencontrer le patient. Voilà ce que je voulais vous dire sur la radiothérapie et je vous remercie. Merci pour la qualité de ton exposé, Michel. Moi, je voudrais poser une question à Hervé sur qu'est-ce que tu penses du dépistage des cancers de la prostate. C'est une bonne question, mais qui va demander un peu plus de temps que ça pour répondre. Et si vous voulez, je peux vous faire un petit topo l'année prochaine volontiers. Pour répondre très, très simplement, et vous allez comprendre ça très bien, M. Schneider, vous qui avez toujours exercé de cette manière, je pense qu'il faut être raisonnable et avoir du bon sens. Et en fait, c'est une espèce d'effet de balancier où à un moment donné on faisait sûrement un surdépistage ou un surdiagnostic. Et là actuellement on est en train de jeter l'eau avec le bébé, etc. Et on va passer à un extrême inverse où plus personne ne va faire de dosage de PSA. Et en fait il faut être raisonnable comme toujours en médecine. Et un dépistage raisonnable, je pense que ça peut être extrêmement utile pour certains patients. Le but étant de trouver des maladies à un stade précoce, qui ont un potentiel d'agressivité, et qu'on va pouvoir à ce moment-là, si c'est pris tôt, changer ce potentiel.
Le risque, c'est qu'on va, au milieu de ce dépistage-là, trouver des patients qui ont un faible potentiel évolutif. Et comme l'a dit Michel tout à l'heure, cela, il faut être capable de simplement les surveiller et d'éviter un surtraitement. Mais on pourrait répondre beaucoup plus longtemps pour ça. Merci. Je vous remercie de m'avoir donné la parole parce que ça va me permettre d'intervenir sur la communication de Michel. Par rapport au dépistage, à partir de quel âge et est-ce que le couple dosage DPSA échographie peut être intéressant? L'échographie, c'est strictement rien en termes de dépistage. Il ne faut pas confondre dépistage et diagnostic. Quand je vais voir mon médecin traitant, ce que je devrais faire peut-être plus souvent, et il va m'examiner, il va me prendre la tension, il va peut-être me doser le cholestérol et la glycémie. Il ne fait pas un dépistage ni d'hypertension artérielle, ni du diabète, il fait un diagnostic. Je suis dans son cabinet de consultation, il me soigne, c'est du diagnostic. Quand un médecin traitant voit un malade dans sa consultation qui fait l'usage du PSA, il ne fait pas du dépistage du cancer de la prostate, il fait du diagnostic. C'est son travail. Et ça ne doit pas être mis en question. Le dépistage, c'est pas ça. Le dépistage, c'est faire des campagnes pour envoyer une incitation à des patients qui ne sont pas des malades, qui sont des gens dans la vraie vie, en dehors de la maladie, et d'aller les chercher pour savoir si c'est pertinent ou non de trouver du cancer chez eux. Et c'est une autre question. Cette question-là, on n'a pas la preuve qu'elle est pertinente, on n'a pas la preuve scientifique actuellement que ça soit nécessaire. Mais la question ne se pose pas comme ça en fait, parce que actuellement, 70-80% de la population dans cette tranche d'âge-là a déjà des dosages de PSA. Donc si vous voulez, ce n'est pas nécessaire ça. Après, ce qu'il faut bien expliquer aux médecins en particulier et aux patients, c'est que dépistage et diagnostic, c'est deux choses complètement différentes. Moi, si j'estime que mon médecin traitant ne prend pas l'attention, sous prétexte qu'il n'y a pas de consigne de dépistage de l'hypertension artérielle, je pense qu'il ne fait pas son travail. C'est quelque chose de complètement différent. Je voudrais intervenir une seconde, si vous me donnez encore la parole, sur l'intervention de Michel, pour dire deux choses très importantes. D'abord, Michel a une caractéristique particulière, c'est qu'il respecte beaucoup la chirurgie, il la raconte très bien, il la connaît très bien. Et nous avons exactement le même respect pour son travail, pour la qualité de prise en charge dans son service. Et il n'y a pas un traitement du cancer de la prostate. Pour chaque patient, le traitement se fait à la carte, patient par patient, et c'est tout le bénéfice, si vous voulez, de cette discussion multidisciplinaire. Ce n'est pas théorique. Moi, je n'opère aucun patient qui n'a pas vu en consultation avant le radiothérapeute qui n'a pas été voir Michel. Parce qu'on discute des dossiers, mais il faut avoir vu le malade pour discuter des dossiers. Si vous êtes à une RCP où il y a 10 médecins qui discutent, et on s'aperçoit qu'à cette RCP, personne n'a jamais vu le malade, c'est pas possible, on ne peut pas travailler comme ça. Et le cancer de la prostate, elle a cet avantage-là, c'est qu'il n'y a aucune urgence. Donc on a le temps de donner au malade le temps de la réflexion, aux médecins aussi, de se réunir, de se parler, d'avoir vu des patients en consultation, de les avoir éventuellement revus, d'avoir expliqué comment ça se passe, et de se respecter les uns les autres, parce qu'on ne travaille pas les uns contre les autres, on travaille tous ensemble. Vous avez vu ce côté multimodal, carcinologique et fonctionnel. On travaille tous ensemble dans l'intérêt des patients, et on peut leur faire un traitement vraiment adapté à chaque patient. Et il ne faut pas opposer ni la chirurgie, ni la radiothérapie. Nous, on n'a qu'un seul but, c'est de guérir les malades, et le plus souvent, les guérir ensemble, plutôt que les uns contre les autres. Voilà, je vais te remercier pour ta présentation. Merci. Merci. Juste un petit mot peut-être à Michel. Merci. Est-ce que tu pourrais préciser en deux mots l'intérêt du VMAT qui a été mis en place donc, maintenant en routine au centre haute énergie par rapport à l'irradiation classique, cette irradiation donc en IMRT, en arc-thérapie, qui a quand même des intérêts. Alors, c'est une technique effectivement très élaborée. Bon, je suis allé rapidement parce que je ne voulais pas rentrer dans trop de détails techniques. Donc, comme je vous expliquais, la tête de l'appareil fait le tour entier du patient en traitant à certains endroits de la circonférence. Les lames, pendant le traitement, se déplacent également, ce qui fait que l'on peut délivrer vraiment la dose avec une excellente précision. Le but étant de préserver au mieux les organes critiques, c'est-à-dire les organes qui ne doivent pas être irradiés, notamment le rectum, la vessie et les têtes fémorales.
bien souvent, justement, les effets secondaires de la radiothérapie étaient liés au fait qu'on trouvait, comme il y a quelques années, des cystites radiques, des patients qui avaient été traités, mais qui avaient des petites vessies sclérosées qui les obligeaient à aller uriner toutes les demi-heures ou toutes les heures, par surdosage de cette vessie. Ou, pour le rectum, on a pu aussi voir des catastrophes, des fistules, etc. Donc, ces techniques, la radiothérapie conformationnelle a déjà énormément amélioré les choses, et depuis quelques années, on nous voit, ça arrive, mais très peu de patients avec des complications de grade 3, et avec la nouvelle technique que l'on utilise, on va encore diminuer, on va encore améliorer cette tolérance. Alors, d'un premier temps, on traite aux mêmes doses qu'actuellement, mais lorsque cette technique sera bien maîtrisée et qu'on aura des essais thérapeutiques qui nous le permettront, on pourra également augmenter la dose à la prostate, sachant que l'on préserve parfaitement bien le tube digestif et la vessie. Juste une petite question au niveau des récidives. Est-ce que la récidive précoce, comme dans le cancer du sein, impacte le pronostic ou c'est totalement... Ah non, justement, la récidive, qu'elle soit précoce ou tardive, dès l'instant où on la détecte très tôt, avec la radiothérapie post-opératoire, on arrive, je vous ai dit, à régler le problème dans minimum 80% des cas. Et il faut savoir que quand même, alors d'une part, le patient est traité, il est opéré. La récidive apparaît le plus souvent après quelques années. On fait la radiothérapie. Il peut arriver qu'après la radiothérapie, malheureusement, dans un certain nombre de cas, le PSA ne soit pas totalement négativé. Il faut savoir qu'on a encore tous les traitements médicaux derrière, les hormonothérapies de première, deuxième ligne. Ce qui fait que bien souvent, justement, un patient atteint d'un cancer de la prostate qui n'est pas parfaitement maîtrisé décédera, mais pas de son cancer.